Bonjour à chacun, je vais vous présenter un exercice de thermodynamique. Alors attendez, je finis de corriger ma copie de bac blanc. Effectivement, ça pourrait tomber au bac, on va voir. Alors, dans un premier temps, voici un exercice, donc vous pouvez faire pause pour bien lire l'énoncé. On va s'intéresser à appliquer tout cela à l'aide de la notion d'énergie thermique qu'on va expliciter en premier lieu et répondre aux applications numériques. Alors, on souhaite évaluer les pertes thermiques d'une habitation et donc en utilisant le concept d'énergie interne. Alors, il faut déjà expliquer ce qu'est l'énergie interne. Alors, elle représente une somme finalement, on peut l'écrire comme ça, donc sigma pour somme, de toutes les énergies cinétiques microscopiques et également la somme des énergies potentielles également microscopiques. Alors il faut comprendre que les énergies cinétiques à l'échelle microscopique correspondent notamment à l'agitation thermique, alors des molécules d'un gaz par exemple, et on sait que macroscopiquement on peut avoir une mesure objective de cela en mesurant la température, mais microscopiquement nous avons de l'agitation thermique. L'énergie interne prend également en compte les énergies potentielles type microscopique, alors qui sont liées notamment aux interactions par exemple, entre molécules, type énergie de liaison ou des choses comme ça. Donc on peut évaluer cette énergie-là donc à l'échelle microscopique et on ne peut pas la calculer directement. En revanche, on peut évaluer sa variation que j'écris comme delta U. Et cette variation va dépendre de deux états, en l'occurrence l'état initial et l'état final. Alors l'énergie que l'on connaît bien, nous, énergie totale d'un système, par exemple. Alors, vous savez qu'on additionne, enfin, en tout cas, on prend en compte l'énergie mécanique, qui correspond à l'énergie cinétique macroscopique, pour un véhicule en mouvement, pardon, l'énergie potentielle de pesanteur. Et à cette énergie-là, on doit donc ajouter la contribution microscopique qui est représentée par l'énergie interne. Alors, pour un système au repos, donc cette question n'était pas posée dans le sujet, mais je me permets d'insister car c'est une notion de cours. Donc pour un système au repos, si on fait une variation, alors d'énergie cinétique macroscopique plus l'énergie potentielle de pesanteur, eh bien on va trouver 0 parce que le système n'est ni en mouvement, n'a aucune vitesse, n'a pas de variation de position. Ainsi, la variation d'énergie totale peut se ramener dans ce cas-là pour un système au repos, un gaz par exemple, qu'on va assimiler au repos, à sa variation d'énergie interne. Donc voilà, on peut écrire ça comme ça. Donc delta E total égale delta U. Alors dans l'exercice qui nous concerne, question numéro 1, on vous demande bien précisément exprimer puis calculer la variation d'énergie interne de l'air contenu dans la maison. Donc la variation d'énergie interne, on s'écrit comme ceci. Alors normalement, d'après le premier principe de la thermodynamique, elle représente la somme d'un travail effectué au transfert thermique qu'on appelle Q majuscule ici. Alors dans notre exercice, il n'y a pas de travail, autrement dit, il n'y a pas de pression exercée sur l'air dans la pièce, par exemple des choses comme ça, pas de variation de volume. Donc finalement, la variation d'énergie interne se résume à un transfert thermique. Alors comment on écrit ça? Le transfert thermique, donc ça va être ici notre système, c'est l'intérieur de la maison, les pertes thermiques et notamment le gaz. L'air, donc on va écrire ça comme étant masse de l'air fois la capacité thermique massique. Alors vérifie bien dans le sujet que la capacité thermique est bien en joule par Kelvin par kilogramme. Si tel est le cas, il faut donc multiplier par la masse du système en kilogrammes. Et on multiplie par la variation de température. Alors comme il s'agit d'une variation, elle peut être aussi bien en Kelvin que en degrés Celsius. Comme il s'agit d'une variation, on ne peut pas faire de distinguo, les deux sont possibles. Donc toutes les données sont fournies. L'inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas la masse d'air, mais on peut remplacer ça souvent, c'est souvent le cas, par la masse volumique multipliée par le volume. Alors masse d'air, on écrit ρ fois le volume. Dans l'énoncé, le volume c'était 400 mètres cubes, aucun souci. Le ρ de l'air 1,3 kg par mètre cube, aucun problème. Le Ca est donné, la capacité thermique en joules par Kelvin par kilogramme. Autrement dit, on va trouver une variation d'énergie interne effectivement en joules. Allons-y pour l'application numérique, donc delta U.
variation d'énergie interne. Alors, ρ de l'air qui est donné 1,3, je vous invite vivement à faire l'application numérique en même temps que moi. Le volume 400 m3, en réalité c'est le volume de la pièce. La capacité thermique de l'air 1000 joules par kilogramme par Kelvin, et il faut multiplier par la variation de température. Alors en général, c'est la température finale, ce sont des valeurs à chiffres, attention, moins la température initiale qui était à 19 degrés Celsius. Allons-y pour ce calcul. Vous notez qu'on va trouver une variation d'énergie interne négative pour ce résultat. Donc, je fais la même chose que vous, calculatrice, 1,3 fois 400 fois 1000, et on multiplie par la différence de température, donc 15,6 moins 19, et le résultat est le suivant. Alors, si on utilise quand même, on peut se permettre d'écrire en écriture scientifique 3 chiffres significatifs vu l'énoncé. Donc on trouve moins 1,77 10 puissance 6 joules. Alors une valeur assez importante, mais je vous rappelle que le joule est une petite unité. Et on vous questionne en question 2 justement, interpréter le signe de ce résultat. Mais effectivement, si on considère le système, on va dire maison avec l'air qui est à l'intérieur, qui perd en température, on voit que la variation énergie interne est négative. Donc par rapport au système, cela correspond à une perte d'énergie, une perte de chaleur. Et si on contextualise, effectivement, cela correspond aux pertes thermiques de la maison. Donc elle est mal isolée. On a une variation d'énergie interne qui est importante et négative. Voici l'exercice numéro 2, le mug de thé. Alors, le même genre d'application que je vous conseille de maîtriser parfaitement avec le calcul d'une variation d'énergie interne, appliquée cette fois-ci à l'eau comme système. Exercice numéro 2, le mug de thé au micro-ondes. Je vous invite à bien relire l'énoncé. Et nous, on va considérer le système comme étant de l'eau. Il faut quand même préciser. Donc ici, l'eau va être notre système d'étude, finalement. Et nous voulons connaître sa variation d'énergie interne, sachant que pour le mug, il a été chauffé au micro-ondes et il passe de 10 degrés à 90 degrés. Donc même chose, on va donc écrire, il s'agit de la masse de l'eau multipliée par la capacité thermique massique, faites attention, de l'eau, multipliée par la variation de température. Alors j'écris delta θ puisque nous sommes en degrés Celsius, mais c'est la même chose si on écrit delta grand T en Kelvin. En termes de variation, on retrouve la même chose. La capacité thermique massique, faites gaffe, elle doit être rapportée au kilogramme, sinon je ne multiplie pas par la masse du système. Comme l'exercice précédent, la masse d'eau à chauffer n'est pas précisée. Néanmoins, on précise dans l'énoncé qu'il s'agit d'un volume de 250 ml. Donc on se dépêche de remplacer par ρ de l'eau fois le volume, fois donc la capacité thermique massique de l'eau, fois delta θ. Égale, donc c'est toujours la variation d'énergie interne, qui, je le rappelle, représente toujours la somme des énergies microscopiques, cinétiques et potentielles. Alors, la masse volumique de l'eau est donnée pour 1 kg par litre, d'accord? Faites attention, nous sommes ici en kilogrammes par litre. Autrement dit, si je veux être homogène en termes de relation, le 250 ml est à convertir en litres automatiquement. Faites attention, ce ne sont pas des détails. On multiplie par la capacité thermique massique de l'eau, qui est une valeur extrêmement connue, 4180, et par la variation de température. Alors, l'état final, donc 90 degrés, moins l'état initial. Et là, nous remarquons que contrairement à l'exercice précédent, donc là, le système d'étude est l'eau, et on remarque que la variation énergie interne, cette fois-ci, est positive. Alors, on peut même le mettre ostensiblement, plus 83,6, et je trouve kilojoules. Donc valeur positive, autrement dit, cette énergie qui est en fait de l'énergie type thermique est reçue par le système car elle est comptée positivement. Donc c'est assez logique puisque vous chauffez de l'eau, le système va être en agitation thermique, va capter l'énergie liée donc au four à micro-ondes. On vous demande en question 2, au bout de combien de temps l'eau du thé sera-t-elle prête? Alors on vous précise néanmoins dans l'exercice une petite relation très utile. Autrement dit, l'énergie, alors type électrique, si on s'intéresse au micro-ondes, est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement. Et dans notre exercice, nous, la partie énergétique reçue
par le système est égale aussi à l'énergie libérée, délivrée par le four à micro-ondes. Donc en réalité, l'énergie électrique ici va être assimilée à la variation d'énergie interne, c'est-à-dire c'est un transfert thermique. Donc finalement, si on veut la variation de temps correspondante, on va rapporter la variation énergie interne à la puissance électrique fournie par le four à micro-ondes, autrement dit 900 watts. On écrit delta T égale donc 83,6, attention, nous sommes en kilojoules. On divise par 900. Vérifiez votre résultat en même temps que moi. Faites le calcul, l'application numérique. Et j'ai trouvé environ 93 secondes, ce qui est assez cohérent. Donc environ 1 minute 30 pour chauffer l'eau de 10 à 80 degrés à 900 watts. C'est assez conforme. Donc voilà pour cet exercice à travailler, des applications extrêmement simples du chapitre qu'il faut maîtriser absolument.